chalet à la montagne ou villa au bord de la plage, la célèbre série L'Agence a énormément mis en avant cette sous-catégorie d'actifs immobiliers qu'on appelle l'immobilier de luxe. Des maisons, des villas, des appartements à 1, 2, 3, 5, 10, 15 millions d'euros. Et ils ont décidé de lancer dernièrement un club d'investisseurs pour investir dans cette typologie d'actifs bien précise. Et vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, Tim, est-ce une bonne idée d'investir dans l'immobilier de luxe? Alors à titre personnel, je n'en ai absolument aucun et c'est une vraie stratégie de ma part. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Vous allez voir en revenant à la base quels sont les avantages du marché immobilier qui sont conservés si vous investissez dans l'immobilier de luxe et quels sont ceux qui au contraire disparaissent en investissement dans cette sous-catégorie. Et je vous laisse juger par vous-même s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée. C'est parti. Avantage numéro 1, la taille du marché. Ce qui est super agréable quand on investit dans l'immobilier, c'est que le marché, il est énorme. Et par définition, plus un marché est gros, plus la régulation en termes de prix sera petite. Imaginez grosso modo que n'importe quelle catégorie d'actifs, et ça peut être une action sur les marchés financiers, une obligation, un bon du trésor, un baril de pétrole ou une villa sur la Côte d'Azur, ça répond toujours à la même mécanique. Prenez la métaphore d'un supermarché dans lequel vous pouvez aller faire vos courses et où les prix sont directement corrélés à la quantité de personnes qui viennent poser des articles à l'intérieur des bacs, ce qu'on appellera la pression vendeuse, des gens qui ont cueilli des tomates et qui veulent revendre des tomates. Et de l'autre côté de la balance, ce qui va tirer les prix vers le haut, c'est la pression acheteuse, le nombre de personnes qui va venir dans le centre commercial pour acheter des tomates. Si vous avez une équation parfaite entre ceux qui viennent poser des tomates pour les vendre, ceux qui viennent dans le centre commercial pour en acheter, eh bien votre prix ne bougera pas. Vous avez un équilibre entre la pression vendeuse et la pression acheteuse. À l'inverse, si jamais vous avez beaucoup plus de gens qui viennent pour vendre des tomates et donc il n'y a plus d'unités et que de l'autre côté de la balance, les gens qui viennent en acheter se font de plus en plus rares, vous avez donc une augmentation de la pression vendeuse et une baisse de la pression acheteuse, ce qui va mécaniquement, pour pouvoir attirer plus de clients, en vendre plus, conduire à une baisse des prix. Si vous avez beaucoup de personnes qui veulent vendre leur action Air France parce que Air France a publié un mauvais bilan ou je ne sais pas quoi, et qu'en plus d'avoir beaucoup de personnes qui veulent vendre leurs actions Air France, vous en avez beaucoup moins que d'habitude qui veulent en acheter, et bien mécaniquement le prix va partir par la baisse, exactement comme notre kilo de tomates. Maintenant, à l'inverse, admettons que l'entreprise Air France a publié de très bons bilans cette année et donc énormément de personnes se précipitent dans le supermarché pour acheter des actions Air France. À l'inverse, les gens qui en avaient déjà, eux, ils n'ont plus envie de les vendre et le flux constant de gens qui veulent vendre, il a tendance à diminuer. Et bien à ce moment-là, phénomène de rareté, le prix de l'action Air France, lui, va augmenter à la hausse. Et en fait, dites-vous que plus le marché est important, plus il y a d'opérateurs sur le marché qui peuvent acheter ou vendre des unités de ce que vous souhaitez acheter ou vendre, et bien plus cette mécanique des prix, elle va se faire de manière toute petite. Imaginez que si vous avez 10 personnes qui ont à vendre des tomates, 10 personnes qui veulent en acheter, il suffit de 2 ou 3 pour vraiment faire une différence significative entre les deux côtés de la balance et donc un mouvement de prix important. Maintenant, imaginez que pour ce qui est de l'immobilier classique, résidentiel, commercial, les bureaux, etc., vous avez des millions de personnes d'un côté et des millions de personnes de l'autre côté. Ce qui veut dire que s'il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes qui basculent d'un clan à l'autre, d'un côté à l'autre de la balance, la résultante sur les prix sera assez faible, raison pour laquelle on dit que l'immobilier est une catégorie d'actifs très stable. La stabilité, c'est le fait d'arriver à maintenir un prix à peu près uniforme dans un intervalle de confiance donné au cours du temps et ce, le plus longtemps possible. Là où le Bitcoin, par exemple, peut prendre plus 25 ou moins 25% en une nuit, le marché de l'immobilier français, le marché du résidentiel, par exemple, lui, il ne bougera pas de 1 à 2% en une nuit, même pas. Pourquoi? Parce que la taille du marché est très importante. Maintenant, quand on réfléchit à investir dans l'immobilier de luxe, le problème, c'est qu'on perd clairement cet avantage. Pourquoi? Parce que la quantité de personnes qui détiennent, qui possèdent ou qui fabriquent une villa de luxe sur la Côte d'Azur, un chalet ultra haut de gamme à la montagne, à Courchevel par exemple. Ce nombre de personnes qui veulent vendre cette catégorie d'actifs, en fait, elle est assez restreinte. Et à l'inverse, le nombre de
personne qui a les capacités d'acheter cette catégorie d'actifs, elle est aussi assez restreinte de son côté. Ce qui veut dire que notre pression vendeuse et notre pression acheteuse, en fait, elle repose sur un nombre d'unités beaucoup plus petit et donc soumis à des variations de prix beaucoup plus importantes, ce qui nous en fait perdre cet avantage que possède l'immobilier de manière intrinsèque. Avantage numéro 2, la notion de besoin fondamental. Quand vous avez dans une ville des locaux commerciaux, eh bien en fait, il y a un besoin fondamental de les utiliser. Parce que les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin d'aller au supermarché pour acheter de la nourriture. Et même si c'est vrai, aujourd'hui, on peut tout faire sur Internet, c'est quand même pas dans les us et coutumes généraux. Et c'est la raison pour laquelle, dans quasiment n'importe quelle ville, il y aura toujours des locaux commerciaux. Alors maintenant, si en plus je bascule sur le résidentiel, les appartements, les studios, les T1, les T2, les T3, les maisons individuelles, c'est encore pire. Il y a un besoin fondamental de se loger et l'accès à ce nombre d'unités, en termes de besoins, il est vraiment sur les petites surfaces. Raison pour laquelle vous m'avez souvent entendu dire dans mes précédentes vidéos sur YouTube que les petites surfaces est une catégorie d'actifs qui a le plus le vent en poupe en ce moment, à une époque où on manque cruellement de logements. Le fait que l'immobilier soit stable, le fait qu'il y ait une demande importante repose sur le fait que tout le monde a un besoin de se loger. Et tout parent avec 1 ou 2 enfants a idéalement besoin de se loger dans un 2 pièces, dans un 3 pièces, peut-être même plus que ça. Ça en fait, vous comprenez ce que je veux dire, un peu comme de la nourriture, un besoin fondamental. Maintenant, pour ce qui est de l'immobilier de luxe, eh bien en fait, on perd encore une fois cet avantage. Premièrement, les gens qui vont acheter ou vendre de l'immobilier de luxe peuvent le faire n'importe où dans le monde. Bien souvent, quelqu'un qui est prêt à mettre 10 millions d'euros dans une jolie maison dans le sud de la France, il a tout à fait la capacité de mettre 10 millions d'euros en Espagne, 10 millions d'euros au Portugal, 10 millions d'euros en Sicile. Et grosso modo, il va choisir ce qu'il préfère dans tout ça, mais il est absolument pas obligé d'acheter en France. Vous prenez une mère de famille célibataire avec 2 enfants qui est basée à Lyon, dans la région Naples, et ben elle a l'obligation quasiment, et elle n'a pas la possibilité de faire autrement, de louer ou d'acheter un appartement en région lyonnaise. En plus de ça, les gens qui achètent de l'immobilier de luxe, bien souvent, ils ne l'achètent pas forcément pour résidence principale, mais c'est dans une bonne partie des cas une résidence secondaire, une résidence de vacances, et donc ils sont beaucoup plus mobiles, ce qui en fait un inconvénient pour ce qui est de ce cas-là. Deuxièmement, si autant on a un besoin fondamental de se loger, c'est vrai, dans une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, on n'a pas un besoin fondamental d'aller passer ses vacances au ski dans un chalet de luxe avec 10 chambres et 10 salles de bain. La notion même de besoin fondamental, elle est plus vraiment valable pour cette catégorie d'actifs puisque la plupart des gens qui vont l'acheter n'en ont pas vraiment besoin. C'est un plaisir, un coup de cœur, une envie, certes, mais pour ce qui est de la stabilité de mon marché, de la demande, qui plus elle est importante, plus je gagne ma vie en tant qu'investisseur, je préfère me reposer sur quelqu'un qui n'a pas le choix plutôt que quelqu'un qui a le choix. Avantage numéro 3, l'accessibilité en petites unités. Le gros avantage de l'immobilier en tant qu'actif, et je parle ici de l'immobilier classique, c'est bien qu'il est accessible. Si vous gagnez 2000 € par mois, 3000 € par mois, que vous souhaitez investir dans l'immobilier locatif pour préparer votre retraite, bâtir un patrimoine pour mettre vos enfants à l'abri, etc., eh bien vous avez la possibilité de le faire et vous avez la possibilité de le faire de manière rentable. Vous pouvez investir pour quelques dizaines de milliers d'euros dans un garage, dans des places de parking, un petit peu plus dans un appartement type studio, un petit peu plus dans un immeuble de rapport, dans des locaux commerciaux. Mais en tout cas, quasiment tout le monde, à partir du moment où vous travaillez, où vous avez une bonne gestion de vos finances personnelles au quotidien, tout le monde a la possibilité d'investir dans la pierre. Pour ce qui est de l'immobilier de luxe, eh bien, par définition, comme c'est du luxe, c'est plus cher. Eh bien non, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller investir dans une maison à 800 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. Et ce, même si c'est très rentable. Vous avez beau gagner 3 000, 4 000 € par mois, vous allez voir la banque pour emprunter, pour acheter une villa à 5 millions d'euros, qui certes a des très belles rentabilités. La banque ne vous prêtera pas à 5 millions d'euros, mis à part si vous avez un apport énorme, 70% du prix, et encore. Raison pour laquelle il y a encore ici une différence très importante entre cette sous-catégorie de l'immobilier de luxe et l'immobilier classique qui lui est beaucoup plus accessible. Avantage numéro 4 de l'immobilier, la carence. Encore une fois, reprenez notre histoire de supermarché avec les gens qui viennent vendre des tomates, des gens qui viennent acheter des tomates. Un des gros avantages de l'immobilier aujourd'hui en France et des avantages pour le
propriétaire, je parle bien ici dans la position de l'investisseur, c'est qu'il y a une vraie carence de logements sur le marché locatif. Vous trouverez pléthore d'articles, de médias qui en parlent sur internet. Au bas mot, il manque plusieurs millions de logements pour pouvoir loger tout le monde de manière décente en France. Et quand je parle de logement, encore une fois, je parle pas d'un chalet de 10 chambres à la montagne, je parle bien ici de studios, de T1 bis, de T2, de T3, de T4. Et donc, par définition, tout ce qui est rare est cher. Et quand vous avez une pression acheteuse ou une pression locative beaucoup plus importante, eh bien, qu'est-ce que ça fait comme résultante? Ça fait monter les loyers à la hausse. Il faut savoir que dans l'immobilier, en cas de crise, il y a deux choses qui peuvent varier. Premièrement, le prix moyen au mètre carré de votre maison ou de votre appartement, qui lui va avoir tendance à baisser s'il y a de moins en moins de gens qui achètent. Mais s'il y a de moins en moins de gens qui achètent, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui louent. Et ce qui veut dire que mécaniquement, les loyers, si vous êtes propriétaire d'un investissement locatif, ils vont partir vers la hausse. Donc il y a déjà une vraie différence fondamentale par rapport à cet avantage-là entre l'immobilier de possession où je suis propriétaire et l'immobilier locatif où je loue mon appartement à X ou Y personnes. Dernièrement, une des villes qui est un petit peu dans la tourmente, c'est la ville de Lyon, pas très loin de chez moi, qui a vu ses prix de marché immobilier dégringoler de 10, 15, 20% dans certains quartiers. Mais par contre, je vous garantis que les loyers dans ces mêmes quartiers, eux, ils n'ont pas baissé. Raison pour laquelle les gens qui ont du parc immobilier dans ces quartiers ne sont pas exposés au même effet de marché que les gens qui sont propriétaires. Alors maintenant, cet avantage qui est très important, vous l'avez compris, eh bien, il n'existe plus quand on investit dans l'immobilier de luxe, tout simplement parce qu'il n'y a pas de phénomène de carence. Encore une fois, la plupart des gens qui vont acheter une maison à plusieurs millions d'euros, que ce soit à la montagne, sur la Côte d'Azur, dans l'Ouest, n'importe où en France, grosso modo, ils ont en général la liberté de travailler, de vivre là où ils souhaitent. Donc il n'y a aucune carence puisque vous êtes exposé aux villas de luxe en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, au Portugal, en Espagne, en Italie. Et clairement, on ne manque pas d'immobilier de luxe aujourd'hui, on est même plutôt bien doté. Le phénomène de rareté peut s'appliquer pour cette catégorie d'actifs, mais plutôt par rapport à la structuration. Est-ce qu'il s'agit d'une villa avec une très belle vue? Et ça c'est rare, et donc ça c'est cher. Mais les villas avec vue sur la plage, vous avez le ponton, le bateau au bout, etc. C'est certes une typologie d'immobilier de luxe qui existe, mais c'est quand même pas la majorité, raison pour laquelle ce marché peut prendre de plein fouet une baisse de l'immobilier. Au-delà de ça, et je dirais que c'est un petit paramètre à prendre en compte dans cet avantage-là, il faut savoir que l'immobilier de luxe est très sensible aux décisions politiques, économiques et l'état social du pays dans lequel vous allez acheter. Si vous êtes dans un pays où le président gère mal son pays, où l'économie n'est pas bonne, où les gens sont insatisfaits, où il y a de la violence, où les écoles sont en chute libre, où les services hospitaliers médicaux ne sont pas bons, et je ne vise absolument aucun pays ici, et bien par définition, quelqu'un qui a 5 ou 10 millions d'euros de budget, très clairement, il va prendre le pays d'à côté. Pourquoi? Parce qu'il a le choix, et donc le phénomène de carence ne s'applique pas à cette typologie d'actifs. Ça en fait là encore une faiblesse supplémentaire pour ce qui est de l'immobilier de luxe. Avantage numéro 5, la proximité avec le client. Quand on investit dans l'immobilier, je dirais traditionnel, encore une fois, on sait à peu près comment vit une personne dans un studio, comment vit une personne dans un T2, comment vit une personne dans un T3, bien souvent parce qu'on y a vécu et parce qu'on fréquente tout un tas de personnes qui y vivent, ce qui fait que notre carte du monde avec celle de notre client potentiel quand il s'agit de l'immobilier, et ça ne fait pas exception à la règle, c'est un business, il y a une offre, des clients, une prestation commerciale, eh bien on comprend exactement les attentes, les envies et les volontés de notre client. Pourquoi? Parce que la proximité entre vous et lui, elle est très proche. À l'inverse, pour quelqu'un comme vous et moi qui n'ont jamais acheté de l'immobilier à plusieurs millions d'euros, quand vous allez discuter avec un chef d'entreprise néerlandais qui veut mettre 10 millions d'euros dans une propriété dans le sud de la France, eh bien vous ne savez pas quels sont ses problèmes, vous ne savez pas quel est son quotidien, et il y a fort à parier qu'il soit très éloigné du vôtre. Que ce soit pour choisir l'agencement, que ce soit pour choisir la déco, que ce soit pour discuter, c'est beaucoup plus facile quand on a une proximité avec son client. Et même si tout le monde a déjà posé du parquet stratifié, a déjà vu ce que c'était de la toile de verre, il en a déjà touché, il en a déjà eu dans son appartement, a déjà vu ce que c'était une cuisine de chez Castorama, de chez Ikea, tout le monde n'a pas vécu dans un endroit entièrement meublé avec du roche-beaubois, avec une cuisine à 50, 60, 70 000 euros la cuisine, ce qui en fait une
proximité avec l'actif et avec le client beaucoup moins importante et donc pour moi un inconvénient encore une fois de l'immobilier de luxe. Avantage numéro 6, la création de valeur. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo précédemment sur YouTube. La clé pour pouvoir gagner sa vie dans l'immobilier et la gagner bien, c'est non pas de placer son argent dans l'immobilier, mais bien de l'investir dans un actif décoté, de le retravailler, de le transformer, de le découper, de le repimper pour ensuite le remettre sur le marché et pouvoir dégager une plus-value. Grosso merdo, acheter un truc 200 000 euros qui, à la fin de votre programme de travaux, de rénovation, de découpe, tout ce que vous voulez, vaudra 220, 230, 250 000 euros, vous permettant d'aller immédiatement, en quelques mois, générer une plus-value confortable pour vos investissements. Et pour rebondir sur notre notion d'accessibilité, on a quasiment tous la possibilité d'acheter un appartement pourri pas très loin de là où on vit pour quelques dizaines voire une centaine de milliers d'euros, de le retaper pour ensuite le remettre sur le marché et aller gagner notre vie comme ça. Et cette possibilité et à la fois capacité de travailler ses actifs, eh bien c'est un avantage énorme, avantage qui n'existe plus quand on parle de l'immobilier de luxe. Bien souvent, l'immobilier de luxe c'est du clé en main, c'est déjà prêt, c'est déjà fait, il n'y a rien à rénover et même si c'est vrai, il est possible d'acheter une villa de 400 mètres carrés sur la Côte d'Azur complètement pourrie, de la retaper et de la revendre, c'est une possibilité, mais ça représente quand même une minorité de cas. Aller retravailler un T3 à 150 000 euros, c'est facile, c'est accessible. Aller retravailler une villa sur la Côte d'Azur de 200-300 mètres carrés, en termes de coûts, en termes de possibilités, c'est beaucoup plus difficile. Et donc la création de valeur est plus difficile et cet énorme avantage que comporte l'immobilier de manière générale, qui est de pouvoir créer de la valeur, de la plus-value, chose que vous ne pouvez pas faire sur les marchés financiers, et bien là aussi, encore une fois, c'est un avantage qui se perd en se tournant vers le marché du luxe. Alors, je pense que vous l'avez compris avec cette vidéo, je ne suis pas un adepte de l'immobilier de luxe et même si aujourd'hui j'avais 10 millions d'euros cash à investir dans des biens immobiliers, eh bien je n'investirai pas dans l'immobilier de luxe pour toutes les raisons qu'on vient d'aborder. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous le feriez ou vous ne le feriez pas, en partant du principe que vous ayez les moyens, bien évidemment. Je suis curieux d'avoir votre retour, n'hésitez pas à argumenter votre position afin de nourrir un petit peu plus le raisonnement sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne semaine. C'était Tim. Ciao!